Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne. Comme tous les soirs, ce soir c'est la reprise après cet long moment d'absence. Donc on est en 2015. Alors bonne année évidemment à tous les métanautes, à vous tous sur le chat. Voilà, il y a Sefi, Vanovic, Valigomou, Caneda, Tintin en France, Cœur de Pierre, Noutsako, Thioposphère, Métadic, Liberty, Patriote, le Viking, Muster Vichan, Le Moellec, Emily, Caneda, Julio. Bonjour à vous tous, bonne année évidemment au nom de toute l'équipe. Petit, on a dit un petit break qui s'est un petit peu éternisé, mais aujourd'hui donc c'est la reprise, voilà. Donc il y a Steph à la régie, il y a tout le monde, et ce soir un invité exceptionnel. On est avec Francis Cousin. Bonsoir Francis. Bonsoir, ainsi que Gaïa. Voilà, ainsi que Gaïa, oui, il y a une invitée aussi, on va la voir passer subrepticement comme ça, dans l'image, voilà. Donc il y a un petit toutou avec nous, voilà, ça va faire plaisir à tout le monde. En plus vous êtes particulièrement nombreux ce soir, faut le remarquer, donc on va dire grand jour pour cette reprise. Alors reprise évidemment dans une ambiance, si j'ose dire, un peu tendue, ambiance un peu orwellienne, j'ai envie de reprendre le... Très orwellienne. Très orwellienne, voilà. Donc on va pouvoir justement en parler. Alors, Francis Cousin, alors pour vous présenter, vous êtes docteur en histoire de philosophie, c'est ça? En philosophie. En philosophie. Mais je précise que c'est pas une sécurité, parce qu'il y a plein de docteurs en philosophie qui sont des crétins absolus. Donc le fait que je sois docteur en philosophie n'est pas l'assurance d'une intelligence spécifique. C'est tout au plus un tampon sur le parcours social. Voilà, bon, pour pouvoir vous situer un peu, et pour pouvoir situer un peu on va dire le débat qu'on va entamer, et justement sur vous avez quand même une analyse assez particulière j'ai envie de dire, de l'ingénierie sociale, on peut dire ça, c'est un terme qui convient. C'est-à-dire que vous avez grâce à, on va dire, dans vos travaux, en vous appuyant aussi sur les travaux de, justement, l'analyse des travaux de Marx, vous avez, on va dire, décrypté, on va dire, passé à la loupe, en fait, notre système, l'ingénierie sociale, comment ça fonctionnait, et jusqu'au plus profond, puisque finalement, vous êtes arrivé à la conclusion que la société dans laquelle on vit est le résultat, le produit de ce capitalisme poussé à l'extrême, et qu'il y a eu un choix déterminant de départ entre justement le choix entre on va dire des sociétés sans État et des sociétés avec État, quoi, en gros. Et à quel moment d'ailleurs, pour en revenir à la genèse, c'est vrai, c'est à quel moment ça se situe? Parce que donc au départ, on va dire, les hommes ils vivent dans un système, on va dire, que vous appelez la société organique, c'est ça? C'est-à-dire la société de la communauté, c'est pas une société, c'est une communauté. Parce que la grande rupture, c'est l'opposition dialectique entre communauté et société. C'est-à-dire que dans la communauté, il y a une immanence absolue, il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de religion. Les hommes vivent dans ce que Hegel et Marx appellent l'autoproduire humain. C'est-à-dire que pendant des millénaires, les gens produisent en fonction de leurs besoins humains, et il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de domestication, il n'y a pas d'assujettissement, il n'y a pas de maladie mentale, il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas de pouvoir séparé, et au moment de la révolution néolithique, se crée une dynamique de stock à engranger, et à partir de cette dynamique de stock à engranger, se créent des surplus qui vont faire circuler une matière aliénatoire. Et à partir de cette matière aliénatoire qui va circuler, vont émerger la politique, l'économie et la religion. Un exemple que je reprends souvent, la grotte de Lascaux n'est pas une œuvre religieuse ou une œuvre artistique. Dans la communauté primaire, il n'y a pas d'art et il n'y a pas de religion. Le chasseur jouit dans la chasse, il jouit dans la rencontre avec sa compagne, ils jouissent ensemble dans une peinture rupestre, et il y a une relation merveilleuse au divin. Mais c'est pas de la religion et c'est pas de l'art, parce qu'il n'y a pas d'activité cristallisée aliénée. Il n'y a pas des gens qui chassent et des gens qui font de la peinture. Le chasseur est quelqu'un qui, à un moment donné, va peindre sa chasse. Donc c'est le même qui peint... Il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de division du travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'aliénation. Et donc, le grand traumatisme historique va émerger avec la révolution néolithique, qui met en marche le mouvement de l'argent, c'est-à-dire que dans cette révolution néolithique, il y a Wall Street. Toute l'horreur contemporaine découle du fait qu'à un moment donné, l'homme a cessé de produire pour ses besoins humains nécessaires,
et s'est mis à produire pour des besoins solvables. Donc, toute l'horreur contemporaine du fétichisme de la marchandise, elle est contenue dans cette révolution néolithique qui a produit les révolutions capitalistes médiévales du XIIIe et du XIVe siècle en Italie, la révolution anglaise du XVIe siècle, la révolution capitaliste de 1789. Et donc, il y a une logique implacable, méthodique, où les volontés humaines ne sont que l'incarnation du despotisme de la valeur au mouvement. Et on aboutit aujourd'hui à ce que Marx, Debord, Hegel et toute une série de groupes radicaux ont très bien vu, c'est la domination totale de la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise a eu deux phases historiques. Elle a eu une période de domination formelle où elle s'appuyait sur les antécédences. Elle liquidait ses antériorités. Par exemple, à l'époque, l'ordre logique capitaliste était un ordre de rigueur, c'était un ordre d'efficacité. Aujourd'hui, dans la domination réelle, la crise absolue de la marchandise explose et ce qui structure le capital, c'est le chaos. Quand les gens nous disent, par exemple, à titre anecdotique, vous voyez ce qui se passe en Irak, c'est abominable, ils ont tout échoué. Non, ils ont tout réussi. Le chaos est ce qui fonde l'ordre dictatorial de la marchandise dans la phase actuelle. C'est-à-dire qu'on peut reparler du terrorisme, on peut parler de plein d'éléments. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune adhésion humaine possible au système. Et comme il n'y a plus aucune adhésion possible au système, c'est la frayeur, c'est la terreur, c'est la stratégie de l'attention. Tout à l'heure, vous parliez de Orwell. Il y a une phrase générique absolument radicale chez Orwell. Il dit tout le monde comprenait très bien que c'était le gouvernement d'Océania qui faisait lui-même exploser les bombes dans les rues pour unifier la population dans la frayeur qui devenait cette communion essentielle. Quand on voit aujourd'hui, on pourra y revenir plus en détail, toutes ces foules avec un stylo qui disent « je suis Charlie », on crée là une union sacrée dans l'ordre capitaliste absolu où tout le monde communie dans l'absolue inintelligence d'une émotionnalité dictatoriale qui est complètement adéquate au fétichisme de la marchandise. Donc, de la révolution néolithique au terrorisme contemporain, tout se tient. Tout se tient dans une logique implacable, tout était contenu au début. Au début, ouais. Au début. Le verre était dans le fruit, si voilà. je veux dire. Parce que, donc, cette continuité, alors, entre à quel moment, vous dites, ça bascule dans le néolithique, quand il y a eu, donc, on va dire, voilà, surplus de marchandises, donc volonté d'échanger, etc. Mais à ce moment-là, on n'aurait pas pu inventer autre chose. Non, parce que c'est implacable, si vous voulez. La grande idée aliénatoire qui traverse tous les courants politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite du capital, et qui est une imposture, c'est qu'on peut influencer le pouvoir. On peut gérer le pouvoir. C'est le pouvoir qui nous mange. C'est le pouvoir qui nous aliène. L'idée, par exemple, qu'on pourrait créer des systèmes politiques qui gèrent et qui dominent l'argent, c'est une imposture. Le fascisme, le trotskisme, les néolibéraux, les souverainistes, les décroissantistes croient tous à cette illusion aliénatoire que l'on peut gérer la marchandise. Gérer l'argent. On ne peut pas gérer l'argent. C'est l'argent qui nous gère. Qui finit toujours par nous gérer. Mais évidemment, évidemment. Donc à partir de là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il existe une rupture radicale entre ce que Marx a appelé la critique de l'économie politique, le refus absolu de l'économie et de la politique et de toutes les aliénations. C'est une spontanéité d'amour, ouais, c'est une préfiguration de l'humanité. Et donc, quand Marx dit « à bas l'économie, à bas la politique », il nous renvoie à la question que vous m'avez posée sur les origines. Les origines, il faut remonter, je vais prendre un exemple tout simple, c'est la Grèce de Solon et de Clisthène. Oui. Pendant des millénaires, c'est ce que montre Marx dans l'origine, avec Engels, dans l'origine de l'État et de la propriété, ce qui fonde la vie, c'est le génos communiste, ouais, la souche. La souche, ouais. Le génos communiste, c'est-à-dire qu'en Grèce, j'ai un génos communiste, la souche. Il n'y a pas de propriété privée, il n'y a même pas de propriété. Il y a une communauté organique qui, sans État et sans argent, vit le vivre dans le reproduire le vivre. Et à partir de Clisthène et Solon, suite à tous les mouvements de l'échange qui se mettent en mouvement, le génos va exploser et on va créer le démos, qui a donné la démocratie. Le démos, c'est une unité territoriale, propriétarienne, où l'argent circule. Et on va créer l'oikia, qui est la maison propriétarienne qui va donner l'économie.
Et en synthèse, la politique, puisque on a dessoudé la communauté organique, faut donc la réunifier avec une force de coercition. Donc pendant des millénaires, nous avons vécu le Guénos, comme les Germains de la forêt profonde, comme les Sioux, comme les Cheyennes, Les aborigènes, comme les aborigènes. Ah, ouais. Et à partir de la révolution néolithique, le processus dévastateur de la valeur d'échange a commencé à envahir l'espace et le temps, jusqu'à ce moment, exemple grec, où le Guénos a été explosé et où on lui a substitué l'oikia, la police et le démos. C'est pour ça que Marx, c'est pour ça que tous les groupes radicaux ont toujours dit « à bas la démocratie ». La démocratie est l'unité territoriale de la valeur d'échange qui aliène l'homme dans l'abrutissement de la valeur circulatoire de la dépossession. La communauté organique n'est pas démocratique, parce que la démocratie, c'est le pouvoir de l'argent en mouvement. La démocratie naît en Grèce quand on casse l'oikia communiste et qu'on lui substitue justement l'oikia propriétarienne qui crée la civilisation. Qu'est-ce que la civilisation? Kiwis, la citoyenneté, c'est le dressage, la domestication, la génuflexion devant la valeur d'échange. Donc le grand choix, c'est communisme ou civilisation. Communisme, à bas l'État, à bas l'argent. Alors là, il faut expliquer que Marx n'a pas cessé durant toute sa vie de dire « je ne suis pas marxiste », parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le capital a cette force absolument incroyable d'avaler tout ce qu'il conteste. Chaque fois qu'une contestation émerge, le capital la mange et la retourne. Le marxisme est le retournement de l'œuvre radicale de Marx pour en faire effectivement une apologie social-démocratique, puis bolchevique du capitalisme d'État. Marx avait une intelligence très profonde. Il a vu naître la social-démocratie. C'est pour ça qu'il a dit « je ne suis pas marxiste ». Et en disant « je ne suis pas marxiste », il critiquait déjà le bolchevisme. C'est-à-dire que pour Marx, il n'y a pas de capitalisme d'État à défendre, c'est à bas le salariat, à bas l'argent, à bas l'État. Donc le plus grand critique des pays capitalistes de la révolution capitaliste, léniniste, bolchevique, stalinienne, c'est Marx. Puisque Marx l'a anticipé en montrant que si effectivement on socialisait autour de l'État, on aliénait dans une forme supérieure, mais on n'émancipait pas l'humain. D'accord. Et parce que Marx, donc il a clairement prôné une société sans argent. Marx fait la critique radicale de l'économie politique. Marx a pour objet, dans tous les textes fondamentaux, l'idéologie allemande, la critique du programme de Gotha, la question juive, le capital, l'abolition radicale de l'argent et de l'État. C'est pour ça que le Capital a pour sous-titre « Critique de l'économie politique ». Marx n'a pas construit une nouvelle économie politique, comme les trotskistes, comme les fascistes, comme les libéraux, comme les sociaux-décroissantistes, comme les écolos puristes, etc. Il a produit la première compréhension radicale de critique absolue de l'économie politique. Donc l'objet de Marx, qui n'est pas une invention de Marx. C'est-à-dire que Marx, et c'est ce que je dis toujours, moi Francis Cousin, je n'ai rien à inventer. Je suis un transmetteur, je n'ai aucune originalité créative. Tout a été dit. Entre les premiers présocratiques, Héraclite, Parménide, Hegel, Marx, tout a été dit. Pourquoi tout a été dit? Pas parce que Marx est un génie magique, mais parce qu'au moment de la grande fracture de la révolution capitaliste de 1789, toutes les impostures explosent. Toute la lisibilité aliénatoire du monde devient effectivement perceptible. Hegel et Marx voient tout, comprennent tout. Non pas parce qu'ils sont magiciens, mais parce que pour la première fois, le mensonge du monde se déploie dans une universalité absolue. Et donc Marx, en tant que représentant des luttes de classe radicales, lutte paysanne de l'Ancien Régime, parce que tout l'Ancien Régime a été rempli de luttes de classe paysannes qui voulaient abolir l'argent, qui voulaient abolir l'État, les jacqueries paysannes sont constamment en ébullition, et quand le capital fait disparaître le monde paysan et qu'il l'absorbe dans le camp de concentration urbain, cette saveur radicale et explosive est transmutée en lutte de classe ouvrière. Et ce que montre Marx, c'est que ce qu'il défend, ça n'est rien d'autre que le mouvement réel qui, depuis la révolution néolithique, traverse les hommes qui veulent retrouver le vivre humain. C'est-à-dire que depuis la révolution néolithique, nous avons eu notre vie confisquée par la valeur d'échange en mouvement, mais nous gardons au fond de nous-mêmes de mille façons possibles à travers une compréhension radicale, mais même un neuroleptique. Le type qui va mal et qui prend un neuroleptique, il y a deux manières de voir la prise de neuroleptique. On peut dire, ah ben il prend un neuroleptique. Mais on peut voir derrière sa prise de neuroleptique cette soif de vivre.
Derrière la dépression, il y a la soif de vivre. Derrière le suicide, il n'y a pas simplement la volonté de se donner la mort, il y a la volonté d'affirmer la vraie vie. Donc, toute cette négativité qui est là, elle dit aussi une positivité radicale. Depuis la révolution néolithique, l'homme ne vit plus la vie. Progressivement, la valeur d'échange s'est emparée du monde et nous sommes aujourd'hui à l'apothéose du fétichisme de la marchandise. Tout est devenu argent, pas simplement argent circulatoire dans les stocks bancaires et industriels, mais un couple est une économie narcissique de la représentation, le rapport entre parents et enfants. C'est-à-dire que l'économie narcissique du fétichisme aliénatoire est rentrée en nous, dans nos intimités, nous a mangés. Nous sommes des épaves marchandes circulatoires. C'est donc tout ça qu'il faut remettre en cause, et on ne peut le remettre en cause qu'en abolissant définitivement la liberté despotique de l'argent, la liberté démocratique du marché. Et tous les courants politiques qui veulent simplement réaménager la banque, réaménager le souverainisme, réaménager ceci, réaménager cela, sont simplement des aménageurs de servitude. Mais rien ne sera résolu. C'est un peu négocié, j'ai envie de dire, pour un esclave la longueur de la chaîne. Alors, on nous dit, mais en attendant la grande fracture, il faut bien faire quelque chose. Mais en attendant la grande fracture, comme le dit Marx, toute organisation qui a une audience, une diffusion et qui fait quelque chose, fait de la réaction capitaliste, sous une forme ou sous une autre. Mais est-ce qu'on n'est pas... Parce que j'ai envie de dire, c'est presque un piège pour nous, parce que par exemple, si on cherche à s'opposer au système, on est obligé d'utiliser les armes capitalistes pour le faire. Parce que sans les armes capitalistes, je ne vois pas d'autres moyens. Qu'est-ce que vous appelez les armes capitalistes? Alors, quand je dis les armes capitalistes, l'argent, on est obligé d'utiliser l'argent, on est obligé d'utiliser les technologies, on va dire, qui sont à notre service. Mais je suis d'accord avec vous, si vous voulez, moi je mange, je m'habille, j'aime le bon vin et les bons fromages, donc je suis obligé d'acheter si je ne vole pas. On est d'accord. Mais ça, si vous voulez, c'est la quotidiennité obligatoire. Par contre, du point de vue du projet révolutionnaire, je m'inscris clairement dans la tradition de ce communisme primordial et de ces luttes de classe, c'est à bas tous les partis, à bas tous les États. Parce que je sais que mon émancipation humaine, ma jouissance humaine ne peut pas passer par la politique. Ce que Marx nous a appris, c'est que la politique est l'art de l'encasernement, de la génuflexion et de la soumission. Le seul projet humain, c'est à bas l'État. Tout État est une mécanique capitaliste d'oppression. Je ne suis pas contre le libéralisme, je suis contre la marchandise et l'argent. Tous les gens qui dénoncent la financiarisation, les excès de la marchandise, les excès de l'argent, sont des valorisateurs de l'argent. Prenons un exemple très simple, la GPA et la PMA. Et la PMA, oui. J'ai souvent dit ça, je me promène avec mon chien, je vois des gens, je discute, etc. Je disais aux gens qui protestaient contre la PMA et la GPA, mais vous n'avez rien compris. Ces gens-là, France traditionnelle, bien respectable, sont tout à fait contents que leur fils prépare une école d'avocat et que leur fils prépare une école commerciale. Mais ils voudraient un capitalisme arrêté en un temps intérieur. C'est-à-dire un capitalisme qui se serait arrêté dans les années 50-60, qui serait resté stable, conservateur, d'un autre temps. La PMA et la GPA ne sont pas des errances, elles sont consubstantielles à la logique du capital qui marchandise l'humain jusqu'au plus profond des intimités, des ovaires, du sexe, de la sueur, des sangs et des larmes. Donc, où on critique radicalement la PMA et la GPA comme dictature capitaliste d'envahissement absolument inhumain, et on dit, j'en tire la logique qu'il faut abolir l'argent, ou alors si on n'en tire pas la logique qu'il faut abolir l'argent, on est complètement à côté de la plaque, puisqu'on dénonce les effets sans voir que ces effets viennent de la cause que l'on continue de préserver. Oui. Donc l'effet, il va jamais... oui, ça va toujours continuer. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi, alors ça c'est... Parce que ça, je sais que c'est une notion que vous développez, sur l'immigration et le fait que l'immigration puisse, on va dire... entre guillemets, perturber justement le sens révolutionnaire qui existe chez, on va dire, chez les peuples européens, qui voudraient revenir à ça. Et l'immigration vient diluer ça. De toute manière, il faut toujours se dire que quand on pose une question, elle doit être posée au regard de la lutte de classe. On ne peut comprendre l'immigration comme phénomène démographique et comme stratégie capitaliste qu'au regard de la lutte de classe.
Marx, dans le premier livre du Capital, développe un concept sur la surpopulation relative, sur les surnuméraires et sur l'armée de réserve. Et sur l'armée de réserve, il positionne le concept de remplacement. Il dit l'armée de réserve, c'est ce qui remplace les hommes par les femmes, les hommes par les enfants, et un Yankee par 3 Chinois. C'est-à-dire que dans le rapport qualitatif dialectique, le rapport du remplacement, il est le plus déployé dans le remplacement immigré. On a mis les femmes au travail pour casser le coût du travail. Un ouvrier dans les années 30 ou un employé de la RATP faisait vivre sa famille avec un salaire. Aujourd'hui, un conducteur de bus, si sa femme ne travaille pas, il ne peut pas vivre. Donc il y a une paupérisation généralisée qui nécessitait la mise au travail des femmes. La mise au travail des femmes, bon, c'est peut-être émancipateur pour quelques bobos narcissiques, mais je veux dire que ce n'est pas émancipateur pour la nana qui part à l'usine. Et l'immigration, c'est donc un problème de substitution-remplacement. On remplace, dit Marx, un Yankee par 3 Chinois. Parce que 3 Chinois, ça va coûter le prix d'un Yankee. Et alors, il y a une autre thématique qui est énormément développée dans les articles de Marx du New York Daily Tribune sur l'Afrique, sur l'Asie, et qui reprend d'ailleurs toute la thématique hegelienne de la rationalité dans l'histoire. Marx définit des populations à temporalité immobile et des populations à temporalité dynamique. Tout le monde a vécu la communauté organique initiale, sur toutes les latitudes. Mais il y a eu en Afrique et en Orient un phénomène spécifique, et il y a eu en Europe un autre phénomène spécifique. En Europe, la rencontre explosive de la décadence romaine et des invasions germaniques a créé une insurrection communeuse permanente, parce que les Germains qui sortaient de la forêt et qui ont fait justement cette grande invasion sur les restes de l'Empire romain, développaient une organisation sociale, la marche germanique, qui était communiste. Ce qui fait qu'on retrouve de Brest au fin fond de la Russie, une organisation spécifique, les communaux, en Russie, le MIR. Vous allez dans n'importe quel village de France, on trouve encore un espace qui s'appelle les communaux. C'est-à-dire que pendant des siècles, les paysans avaient une appropriation commune de la terre, en résistance aux seigneurs, en résistance au fiscalisme, en résistance à l'Église. Et c'est d'ailleurs pour ça que le grand projet capitaliste, Henri VIII en Angleterre en a été le grand initiateur, et on retrouve ça ensuite en séquence parcellaire dans tous les autres pays, ça a été la destruction des communaux pour que les paysans soient effectivement expropriés. Les gens ne sont pas partis à l'usine par plaisir. Les paysans n'ont pas dit un jour « Ah, c'est chouette, on va à la ville ». On leur a détruit leur ancestralité communeuse où ils vivaient. En Angleterre, on a parqué, les moutons, il y a eu le phénomène des enclosures, on marquait au fer rouge les paysans qui luttaient. Enfin, je veux dire, il y a eu... Marx a fait un fameux chapitre sur l'accumulation primitive. L'Angleterre, dans Henri VIII, c'est un camp de concentration terroriste où on massacre des milliers de paysans pour leur prendre leurs terres. Donc, tout ça a produit en Europe une spécificité radicale qui fait qu'en Europe, en 1844, on a, de manière claire et nette, en synthèse de toutes les luttes radicales qu'il y avait eu, un projet défini d'abolition d'État et d'abolition de l'argent. En Afrique et en Orient, il y a eu des luttes parcellaires, il y a eu des luttes généralisées, mais on n'a jamais abouti à la compréhension de la nécessité d'abolir l'argent et d'abolir l'État. C'était toujours des luttes pour recomposer l'argent et recomposer l'État, parce que nous dit Marx, au sortir de cette révolution néolithique, se sont créés de vastes systèmes étatiques et para-étatiques, empire chinois, empire indien, qui ont complètement paralysé la structure sociale autour justement d'un mode de production étatique. Donc, au sortir du néolithique, l'Orient est tombé dans une léthargie passive, alors que la contradiction entre l'Empire romain et les invasions germaniques a fait naître un volcan insurrectionnel en Europe de l'Ouest. Donc, quand en 68, on vit cette gigantesque explosion radicale qui fait renaître l'esprit communard, l'incendie de radicalité, vous avez Bouygues, vous avez Peugeot,
vous avez Renault qui vont voir Pompidou et qui lui dit c'est pas possible tout ça. Alors il n'y a pas de complot. C'est l'immanence de la marchandise qui met en marche cette immigration massive. Mais il y a toujours eu, au moment, les premiers mouvements d'immigration organisés par le patronat dans les mines au début du siècle, c'est pour casser les luttes. C'est pour casser les luttes. Le type qui arrive du fin fond de son gourbi ancestral, il ne sait pas ce que veut dire abolition du salariat, il ne connaît pas les luttes radicales qu'il y a eu. C'est-à-dire, la commune de Paris, elle est à Paris. Elle n'est pas à Bangkok ou à Sao Paulo. Il y a une histoire radicale des luttes de classe en Europe qui est l'expression la plus poussée et la plus subversive de l'histoire humaine. Et c'est elle qui a produit les textes radicaux et les mouvements radicaux qui ont créé la première internationale. Ce mouvement subversif qui a dit abolition du salariat et de l'État. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'immigration, à partir des grandes grèves de 68, c'est la nécessité de ne plus jamais revoir l'esprit communard émerger. C'est-à-dire qu'à la banlieue ouvrière, qui sur son zinc, avec son Côte-du-Rhône et sa rillette, refaisait le monde en imaginant la possibilité de l'abolition du salariat, on a substitué des banlieues qui sont implantées à partir de populations afro-orientales qui ignorent même l'idée de cette abolition du salariat. C'est-à-dire que bon, aujourd'hui en banlieue, j'arrive parce que je suis dans la merde là-bas, qu'est-ce que je veux faire? Je veux avoir un bon boulot, où je trafique. Mais je ne veux jamais avoir l'abolition du salariat. Les banlieues ouvrières, il y a 40 ans, disaient abolition du salariat. Les banlieues aujourd'hui, elles disent donnez-nous de l'argent. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, nous sommes en domination totalement réalisée du capital. Plus rien n'échappe à la logique du capital. Donc, si l'immigration, à travers les discriminations positives, les chartes de l'immigration, est devenue en quelque sorte le panégyrique théâtral et esthétique du capital, le cœur stratégique du capital, c'est pas par hasard. C'est que l'immigration est aujourd'hui la clé de voûte d'un remplacement de population qui doit casser les luttes de classe. Alors il y a effectivement un certain nombre d'auteurs qui parlent de remplacement, mais ils parlent de remplacement sur des bases complètement débiles. Je veux dire, le capital ne veut pas remplacer les blancs parce qu'il veut mettre des gris, des jaunes ou des bleus. Il s'en fout, le capital. Il veut remplacer des populations parce que les populations antérieures étaient radicales et subversives. Donc, il ne peut pas y avoir de critique du capitalisme sans une critique radicale de l'immigration. Mais il ne peut pas y avoir aussi de critique radicale de l'immigration sans une véritable critique radicale du capitalisme. C'est-à-dire que c'est une synthèse dialectique de conscience offensive. Et donc, tous ceux qui gueulent contre l'immigration sans voir les luttes des classes, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Le cœur du problème de l'immigration, c'est la lutte des classes. Parce que c'est pas du tout présenté comme ça dans le débat public. On est à des années-lumière de ça. Mais bien sûr. Le capital, il se fout d'avoir des populations qui vont à Saint-Nicolas-du-Chardonneret par convoi entier. C'est pas subversif, ça. Ce que le capital veut effectivement supprimer, c'est le communard ouvrier radical qui, en mai 68, a des millions d'exemplaires, a conspué Ségui à l'usine de Billancourt en disant on ne veut pas reprendre le boulot, nous ce qu'on veut c'est un autre monde. L'autre monde, il est consubstantiel à la conscience radicale de la paysannerie européenne qu'il l'a transmis à la classe ouvrière européenne. Et Marx d'ailleurs dit un truc très important, il dit l'ouvrier européen qui devient américain, à travers la question juive et le capital, il devient une masse indistincte complètement réactionnaire. L'ouvrier italien et l'ouvrier allemand qui arrivaient aux États-Unis, les premiers mouvements ouvriers américains, les IWW, c'était des mouvements radicaux. Mais à la génération suivante, le type était absorbé dans le mode de la marchandise américaine et il n'y avait plus de radicalité. C'est-à-dire que la radicalité subversive qui nous ouvre la porte de la tradition primordiale communiste, elle est génériquement, elle est ontologiquement enracinée dans notre être générique, dit Marx, l'être générique européen qui découle justement de ces marches germaniques qu'ont fait péter l'Empire romain et qu'ont constitué à travers les communaux une lutte de classe permanente et radicale qu'on n'a jamais vue ailleurs de par le monde. Ouais, il n'y a pas d'autres exemples? Alors, il y a eu en Chine, il y a eu en Argentine des mouvements, mais des mouvements qui ont la radicalité de la lutte de classe prolétarienne européenne sur une claire conscience radicale, ça s'est jamais vu. Imaginez-vous que pendant la guerre d'Espagne, il n'y a pas deux camps. Il n'y a pas
les républicains et les fascistes. Il y a les républicains, les fascistes et les subversifs. Et à Barcelone, Simone Veil, George Orwell, et ce sont les républicains qui vont massacrer. Franco, quand il arrive à Barcelone, il n'y a plus de subversion sociale contre l'argent et contre l'État, parce que les communes ouvrières et paysannes de Barcelone, du pays de Valence et du pays d'Aragon ont été exterminées par le camp républicain. Par le camp républicain. Donc c'est pour ça que les groupes radicaux à cette époque-là disaient « l'antifascisme est le pire produit du fascisme ». Et aujourd'hui, l'antiracisme est le pire produit du racisme. L'antifascisme a été la religion du XXe siècle pour que la modernisation capitaliste élimine les illusions fascistes ou national-socialistes qui voulaient combiner la communauté et l'argent. La modernité du capital par l'antifasciste a réalisé la liberté despotique de la démocratie en liquidant tous les groupes radicaux, en particulier à Barcelone. Aujourd'hui, l'antifascisme s'est transmuté en antiracisme. C'est la religion capitaliste du XXIe siècle pour, par le grand remplacement, tuer définitivement la lutte des classes et faire de nous des immigrés, mais des immigrés au sens où l'histoire radicale migre de notre corps. L'immigration, c'est pas simplement des immigrés qui viennent ici. C'est une immigration conceptuelle, générique et ontologique qui nous fait sortir de notre propre histoire. Combien de jeunes Français de souche, aujourd'hui, connaissent l'histoire radicaux des groupes radicaux qui, de la Première Internationale à la Commune de Paris, ont défendu le projet radical de l'émancipation humaine. Personne, je pense. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il s'agit de faire migrer la conscience hors de l'homme. C'est très intéressant. Ça voudrait dire que le milieu, comment on pourrait l'appeler d'ailleurs, le système capitaliste, parce qu'il se nourrit de quoi? C'est qui les possédants de ce système? Alors, là encore, il faut revenir à Marx, parce qu'il y a plein de gens qui vous parlent de la bourgeoisie. Il n'y a pas de bourgeoisie. Marx explique que la bourgeoisie, c'est la classe de transition au moment où le capital, en domination formelle, sort de l'ancien régime pour arriver à sa domination réelle. C'est-à-dire que le capital devient un mode de production qui domine réellement le monde uniquement à partir, disons, de 1914. Ouais. Avant, c'est un mode de production qui s'appuie sur son antériorité, c'est un mode de production qui n'est pas pur, qui est hétérogène. Il s'appuie sur toute une série de structures qui le précédaient. Le mode de production pur et dur qui a tout détruit de son antériorité, il émerge à partir de 14. Et ce mode de production, il liquide la bourgeoisie. Et il lui substitue la classe capitaliste. Dans la période de domination formelle, les bourgeois sont propriétaires de leurs moyens de production. C'est quoi, on va dire jusqu'au 19e siècle à peu près jusqu'à la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. À partir de la Première Guerre mondiale, la bourgeoisie disparaît et elle est supplantée par une classe capitaliste, c'est-à-dire des oligarques salariés qui ne sont pas propriétaires des moyens de production. Le CAC 40 est dirigé par une classe capitaliste qui n'est pas propriétaire des entreprises. Oui. Ce sont des fondés de pouvoir, c'est une classe capitaliste anonyme et salariée. Donc, aujourd'hui, il n'y a que deux classes, la classe capitaliste et le prolétariat. Marx a toujours dit que le prolétariat, ce n'était pas les mecs en bleu de travail ou qui avaient les mains dans le cambouis. Le prolétariat, c'est la classe des hommes, c'est la classe universelle des hommes qui n'ont aucun pouvoir sur leur vie et qui sont assujettis à la prostituer salarialement à la classe capitaliste. Donc, aujourd'hui, le prolétariat est la classe universelle humaine. Et il y a une classe capitaliste qui dirige l'appareil, mais qui le dirige non pas de manière subjective, volontaire, en sachant ce qu'elle veut. Elle est prise dans une immanence. Les attentats du 11 septembre, c'est pas un complot avec des mecs dans une cave qui décident. C'est l'immanence du capital qui met en jeu des acteurs qui sont même pas conscients de la totalité des opérations auxquelles ils participent. Il y a des complots, mais ce n'est pas les complots qui font l'histoire. Les complots sont le produit de l'immanence de la marchandise. Et entre ces deux classes, la classe capitaliste et le prolétariat, il y a des couches. Mais ce n'est pas des classes. Quelle est la différence entre une couche et une classe? C'est que ce sont les classes qui font l'histoire. Aujourd'hui, il n'y a que deux classes qui peuvent faire l'histoire. La classe capitaliste qui nous conduit à l'horreur terroriste de la Troisième Guerre mondiale, et le prolétariat qui est la seule force susceptible de s'y opposer. Puis entre les deux, il y a des couches sociales intermédiaires.
il y a des médecins, il y a des notaires, mais ce n'est pas des classes. Parce que ce que montre Marx, c'est qu'à la sociologie empirique qui définit les classes par le revenu, alors si je les définis par le revenu, il peut y en avoir 200. La définition stratégique, offensive et historique, c'est la place dans le rapport de production, autour du problème de la plus-value. Et la place dans le rapport de production autour de la plus-value, c'est il y a la classe capitaliste et il y a le prolétariat universel. Et entre les deux, il y a des couches. Et la classe capitaliste, donc c'est la grande possédante, c'est-à-dire c'est un très petit nombre de personnes. Mais elle n'est pas possédante. Elle n'est pas possédante. Le jour où le couillon dont j'ai oublié le nom, qui dirigeait Vivendi... Jean-Marie Messier. Oui. Le jour où on lui a dit « Allez, c'est bon mon pote, dehors la poubelle », il était à la poubelle. Oui, c'était vrai. Donc il n'est pas... Il a un pouvoir, mais c'est un pouvoir de commandite. C'est un pouvoir de conseil. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bourgeoisie a été l'expression de cette phase intermédiaire entre l'ancien régime et la domination réelle dans la période où le capital ne dominait que formellement, pour construire dans la longue durée. Parce que le capitalisme, il démarre en Italie au XIIIe siècle. Mais il n'aboutit à sa domination réelle totale qu'aux alentours des années 1914-1920. Ça a été une énorme maturation, un énorme enfantement. Et la bourgeoisie n'a été que cette phase de transition que le capital lui-même a liquidée à partir de la guerre de 14, pour lui substituer la classe capitaliste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les grands groupes internationaux, les multinationales, sont dirigés par des PDG salariés, qui ont effectivement des intérêts, si vous voulez. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le capital n'est pas... le capital, c'est pas la propriété privée. Le bolchevisme disait... le capital, c'est la propriété privée. Avec la propriété étatique, on rentre dans le socialisme. Non, Marx disait la propriété étatique, c'est le capitalisme d'État. Il peut y avoir du capitalisme sans propriétaire privé. Alors un peu la Russie soviétique. La Russie soviétique, c'est du capitalisme d'État. Et le plus grand mensonge, bon, il y a eu des grands mensonges, mais le plus grand mensonge du XXe siècle, c'est la révolution bolchevique, qui est une révolution capitaliste d'État. Marx, durant toutes les années 1880, est en correspondance avec toute une série de groupes, Vera Zasulich et autres, où il explique que s'il y a une révolution en Europe occidentale, la révolution en Russie doit conserver la commune rurale, qui n'a pas été trop défaite, parce que le secteur russe est encore archaïque, et qu'il ne faudra surtout pas nationaliser la terre, étatiser la terre, mais qu'il faudra construire un mouvement communiste de la terre, mais sans étatisme. Donc Marx, avant même que la révolution bolchevique ait eu lieu, explique exactement le contraire de ce que fera Lénine. Et il montre que ce que va faire Lénine, même s'il ne le cite pas, parce que Lénine à l'époque n'est pas connu, ne sera que du capitalisme d'État, c'est-à-dire une oppression aussi terrible que le capitalisme privé. Il en était conscient, ça, Lénine, parce qu'il était quand même plus proche de Marx, on va dire, déjà. Non, ça c'est un mythe. C'est un mythe, non ? C'est un mythe. Ce qu'il faut voir, c'est que plus la contre-révolution se veut efficace, plus elle prend les costumes de la révolution. L'aura de Marx était gigantesque après la Première Internationale, et tous les groupes qui allaient faire le contraire de ce que Marx avait vu et analysé se servaient de Marx. Le grand Radzianov, qui était donc le publicateur des œuvres de Marx, a fini au goulag assassiné. Parce qu'il faisait sortir les œuvres de Marx qui montraient que les œuvres de Marx étaient aux antipodes radicaux de ce qui se passait en Russie. L'œuvre de Marx, c'est le mouvement de l'auto-émancipation humaine contre tous les partis, contre tous les syndicats, pour l'abolition de l'argent et pour l'abolition de l'État.